Bienvenue à tous. Aujourd'hui, les caméras de TBO vont accompagner un temps fort ici au Conseil départemental, la première conférence des solidarités. Une journée d'échange au cours de laquelle élus et responsables d'associations nous parleront de leurs projets, de leurs missions pour accompagner au mieux les différents publics. Et tout de suite, c'est Madame la Présidente, Nathalie Sarabezol, que nous allons retrouver. Bonjour Nathalie Sarabezol. Bonjour. Quand on parle vraiment des solidarités humaines, on touche vraiment là à l'ADN du département. Oui, le département est bien entendu très présent sur les politiques de solidarité pour l'accompagnement des personnes, mais nous avons fait plus puisque dans l'ensemble de nos politiques départementales, nous avons fait en sorte d'avoir ce volet solidarité, cette attention particulière en lien social. C'est une première, cette conférence des solidarités ? Oui, je crois que c'est peu fait. Alors, nous ne sommes peut-être pas les seuls, mais en tout cas, c'est assez novateur. Nous avons des journées thématiques sur la protection de l'enfance ou sur d'autres sujets, mais une journée globale sur la question des solidarités, c'est la première fois. Alors, pourquoi justement cette conférence? Est-ce que c'est pour répondre à des nouvelles attentes, des nouvelles urgences aussi peut-être? Tous les acteurs de la solidarité le savent qu'il est important de travailler ensemble et nous avions, nous, fait le constat qu'il serait important d'avoir des journées d'interconnaissance comme celle-là. Et ça rejoignait en fait de ce qui nous arrivait aussi des partenaires, du terrain, cette volonté de pouvoir mieux se connaître, mieux articuler nos interventions les uns les autres. Qu'est-ce qui pourrait naître d'intéressant de cette journée? Ces journées, elles servent à créer du lien entre les gens. Déjà se connaître, se reconnaître, ensuite connaître les actions des uns et des autres. Puisque nous ne sommes pas dans de l'accompagnement isolé, nous sommes vraiment là dans la volonté de construire une société plus accueillante, plus humaine. Et pour ça, ça se construit à plusieurs. Il est nécessaire de se connaître les uns les autres. C'est l'objectif de la journée. Est-ce qu'on peut répondre aussi, voilà, en tant que collectivité, à toutes les urgences, ou en tout cas pas tout seul? Alors, ce que nous souhaitons faire, bien entendu, c'est travailler sur les urgences, parce que là, nous y sommes, et depuis très longtemps. Mais pour éviter d'avoir ces urgences, il nous faut travailler en amont à des questions de prévention, peut-être d'organisation sociale différentes, qui n'oublie personne. Et ça, il nous faut prendre le temps de réfléchir à construire différemment les choses pour que finalement les sollicitations d'urgence ne soient plus ou soient moins nombreuses. Est-ce que vous avez des exemples aujourd'hui de belles coopérations, on va dire, et surtout en quoi ensemble aujourd'hui on est plus fort tout simplement pour répondre au mieux au public? Alors nous travaillons dans le département déjà énormément avec des grands partenaires, donc des collectivités, mais aussi des associations, et nous mettons en place un certain nombre de propositions. J'ai par exemple j'ai vu dernièrement dans un centre départemental d'action sociale une action menée avec le centre socio-culturel de la commune pour travailler à accompagner les personnes dans l'accès au numérique, parce que c'est un sujet, ça peut être un atout le numérique, mais ça peut être un frein supplémentaire pour certaines personnes, et nous pouvons travailler comme ça collectivement avec des médiathèques ou avec d'autres partenaires sur cette question-là, comme sur plein d'autres d'ailleurs. Merci beaucoup Nathalie Sarabezol. On vous retrouvera tout à l'heure, mais pour l'instant on va retrouver un autre acteur justement d'une de ces associations. La misère est une violation des droits de l'homme, c'est la pensée fondatrice de votre mouvement, Mariette Legendre. Vous êtes co-responsable du groupe ATD Quart-Monde sur Brest. Aujourd'hui, en termes d'accès aux droits, quels sont les grands enjeux, les grandes priorités? L'accès aux droits de tous, pour tous, parce que le mouvement reconnaît l'égale dignité des personnes. Quelle mission, quelle mobilisation au quotidien? Il faut aller vers les personnes, essayer de les connaître au mieux, de connaître leur histoire pour mieux comprendre les causes de la misère. Et puis, avec ce que l'offre la société, pouvoir voir comment elles peuvent accéder à ces droits-là. On les accompagne en essayant de préparer avec elles leur intervention. On n'est pas là pour prendre leur place. On les accompagne dans une action collective. On ne reste pas dans de l'individuel. Dans le domaine de l'emploi, je voudrais qu'on en parle. En 2017, vous avez lancé l'initiative Territoire zéro chômeur de longue durée, avec un petit peu de recul. Voilà, est-ce que ça fonctionne? Oui, alors vous avez un territoire qui est tout proche, c'est Pipriac, Saint-Goustan, donc ça fonctionne bien. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la logique justement de ce dispositif novateur en quelques mots? Alors ça marche avec les finances publiques, celles qui sont données justement aux chômeurs. On utilise les compétences des gens, puisque, par exemple, Pipriac, l'administration est faite par quelqu'un qui était en chômage de longue durée. D'accord. C'est amené à se développer, voilà. Voilà, on pense et on espère qu'il y en aura d'autres. Merci beaucoup.
l'action sociale, c'est également votre domaine, Isabelle Assy. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes conseillère départementale en charge de l'action sociale de proximité. Quand on parle de cet accompagnement-là, il y a l'outil principal, central, c'est le CDAS. Qu'est-ce que c'est qu'un CDAS? Alors, un CDAS, c'est un centre départemental d'action sociale. C'est un lieu dans lequel il va y avoir différents types de métiers pour pouvoir intervenir au plus près des besoins des personnes. Dans les champs d'intervention, on a par exemple la protection maternelle infantile qui permet d'accompagner les familles, les mamans qui attendent un bébé, mais les papas aussi, à préparer à l'arrivée de cet enfant. Ça peut être aussi une question de difficulté suite à la naissance du bébé. Et puis quand on continue dans la chaîne de la vie, eh bien, on a l'aide en direction des enfants qui peuvent avoir rencontré des situations de maltraitance. On a tout ce qui a la protection de l'enfance. Plus loin, on continue encore, y compris l'adolescence d'ailleurs, parce qu'il y a des situations qui peuvent nécessiter d'avoir un accompagnement spécifique. Et puis plus loin, il y a les questions d'insertion qui sont aussi traitées au sein des CDAS et personnes âgées, personnes handicapées. Pour résumer, quel public accueillez-vous au sein de ces structures? Alors potentiellement tout le monde, parce qu'il n'y a pas d'un côté les personnes qui vont bien, qui n'ont pas de difficultés, et puis de l'autre côté les personnes qui ont des difficultés importantes. Dans la mesure où ça permet d'avoir un accompagnement tout au long de la vie, et bien en fonction de ce que l'on rencontre, on peut avoir accès au CDAS. Mais typiquement, on a beaucoup de personnes qui rencontrent des précarités, qui sont dans une situation de précarité sociale, parce qu'il y a tous les dispositifs d'aide sociale qui peuvent être activés grâce aux travailleurs sociaux, que ce soit des agents d'accès aux droits ou les assistantes sociales. Et puis, il y a l'accompagnement des bénéficiaires du revenu social d'activité et puis l'accompagnement à la parentalité. Pour encore aller plus loin, toujours mieux répondre justement aux attentes de ce public, voilà, sur quels axes travaillez-vous aujourd'hui? Actuellement, on travaille sur une meilleure information à donner au public. C'est-à-dire que souvent, les CDAS, donc Centres départementaux d'action sociale, ne sont pas très bien identifiés, pas très bien connus. Les gens ne savent pas forcément ce que l'on peut y trouver. Quelle est la différence entre un CCAS et un CDAS? C'est pas si simple que ça. Donc, on va travailler sur une meilleure information. Pour cela, on a un réseau de partenaires au sein des mairies, au sein des associations qui vont donner le même niveau d'information et orienter les personnes vers les bons services. On a aussi un outil qui s'appelle InfoSocial. C'est une plateforme que l'on peut trouver sur Internet. Il suffit de taper infosocial.fr. Et là, dans cet outil, par pays, que ce soit pays de Brest, pays Centre-Ouest Bretagne, Morlaix Centre-Est Bretagne ou pays de Cornouailles, on a tous les dispositifs qui peuvent être activés pour les personnes. Merci beaucoup. Autre défi, autre mission, agir face à la dépendance et pour l'autonomie des plus fragiles, notamment les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Solange Crégnoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente aux personnes âgées handicapées. La loi handicap remonte à 2005, 13 ans après. Voilà quels sont les enjeux. Alors les enjeux sont toujours les mêmes, l'inclusion des personnes handicapées, comment faire en sorte qu'elles aient le choix de leur mode de vie, le choix de leur parcours, qu'il n'y ait pas de rupture dans leur parcours et surtout qu'elles fassent partie intégrante de la société. Je crois qu'on a encore beaucoup de progrès à faire en ce sens. Alors justement, en quoi le conseil départemental peut les accompagner? Quelles sont vos missions? Alors, les missions du conseil départemental, c'est l'accompagnement et la prise en charge du handicap. Et bien évidemment, nous avons mis en place un schéma départemental d'accompagnement des personnes handicapées 2013-2018. Il arrive à sa fin là. Dans ce schéma, une des orientations principales était l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et il me semble que c'est quelque chose sur lequel nous allons devoir travailler dans les années à venir, puisque peut-être qu'en France, on a encore des gros progrès à faire à ce niveau. Donc encore des projets à imaginer, voilà, justement. Est-ce qu'en termes de projets, d'expérimentation novatrice, on va dire, voilà, vous pouvez nous donner quelques exemples? Alors il y en a beaucoup, mais j'aimerais bien en citer peut-être deux. Il y en a un qui s'appelle le Tremplin, qui est un dispositif expérimental qui a été mis en place avec le partenariat avec les Genêts d'Or sur le secteur de Brest, qui permet de donner la possibilité aux jeunes sortant d'IME, donc les jeunes qui ont plus de 20 ans et qui rentrent dans le champ
adulte d'expérimenter plusieurs types d'accompagnement. Soit le foyer de vie traditionnel avec un cadre très normé qui accompagne de manière très très proche, soit pourquoi pas expérimenter d'autres modes d'accompagnement, un logement plus autonome avec des accompagnements de services et puis surtout travailler avec eux l'apprentissage de l'autonomie pour pouvoir faire des choix en toute connaissance de cause et surtout essayer. Avoir le droit d'essayer. On permet aux jeunes qui ne sont pas en situation de handicap d'essayer une formation, d'essayer un parcours universitaire ou un parcours scolaire et de se tromper. Et on le permet beaucoup moins aux personnes en situation de handicap. Et il y a un travail à faire pour plus de souplesse alors dans l'accompagnement de ces publics. Oui, plus de souplesse et puis répondre à des nouveaux besoins aussi. Je pense que les attentes des jeunes de 20 ans d'aujourd'hui ne sont pas les attentes des jeunes de 20 ans d'il y a 10 ou 15 ans. Et aujourd'hui, nous devons tenir compte de ces envies, de ces attentes pour accompagner au mieux et donner de la souplesse à nos modes d'accompagnement, être force de proposition, faire la place à l'innovation aussi, à des nouveaux modes d'accompagnement. Il me semble que c'est important. Vous parlez de nouvelles attentes, par exemple. Voilà, en quoi ont-elles changé? Peut-être qu'aujourd'hui, les jeunes en situation de handicap font plus valoir leurs propres attentes. Avant, c'était peut-être plus l'attente de leurs parents. Je pense qu'aujourd'hui, il est important de tenir compte de leurs attentes à eux, de leurs envies. Les parcours qu'ils ont eus précédemment les ont amenés aussi vers des besoins et des envies qui sont différentes de celles qu'on pouvait avoir il y a 10 ou 15 ans encore. Merci beaucoup. Parmi les associations qui œuvrent sur le terrain en faveur des personnes en situation de handicap, il y a la vôtre. Sébastien Maillard, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire Canard Mort? À Canard Mort, ça veut dire le champ de la mer. Cette association donc, a été créée à Douarnenez, toujours son siège à Douarnenez, même si nous sommes présents aujourd'hui dans 10 communes du Finistère, plus particulièrement du sud du Finistère. Alors votre mission, c'est de créer, d'animer et de développer des structures pour aider les adultes en situation de handicap social et mental. Quel type de structure justement? Des établissements adaptés pour le travail, donc 5 ESAT qui sont à Carhaix, qui sont à Douarnenez, qui sont à Quimper et à Pontcroix. Des établissements dédiés à l'hébergement des personnes en situation de handicap. Une structure pour personnes âgées, ne l'oublions pas. Et puis d'importants services sur l'accompagnement à domicile, donc sur le handicap psychique notamment, donc sur le sud Finistère encore une fois. L'association fête cette année ses 50 ans, c'est un long parcours d'accompagnement. Quel bilan faites-vous aujourd'hui? L'association elle a été créée il y a 50 ans par un petit groupe de parents, d'enfants handicapés, par quelques professionnels. Et aujourd'hui, l'association représente 1000 personnes accompagnées, 29 établissements et services, donc sur 10 communes, je le disais tout à l'heure, 450 salariés, 360 travailleurs handicapés. Donc c'est une association très importante. Ce n'est pas la seule, bien évidemment, sur le Finistère, mais ça démontre la vitalité des bénévoles, des familles, et ça démontre la vitalité des associations dans la mise en place des politiques sociales et de solidarité. J'imagine que vous avez toujours beaucoup de projets en cours. Quelles sont vos grandes orientations pour demain? Nous sommes dans une démarche dynamique de création de structures, notamment pour l'inclusion par le travail. Nous avons inauguré un restaurant collectif à Douarnenez. Nous engageons des travaux importants à Carhaix, donc à Gwengat aussi sur la restauration collective. Nous engageons aussi des travaux très importants dans l'hébergement. On recherche par ces projets à accompagner mieux les personnes handicapées vieillissantes, à accompagner mieux les personnes qui souffrent de troubles psychiques importants, en décloisonnant aussi nos relations de travail avec les établissements hospitaliers, avec les médecins aussi de ville. C'est vraiment un travail main dans la main? Oui, c'est ce qu'on recherche à faire aujourd'hui, d'avoir des institutions ouvertes. C'est ce que nous faisons déjà, mais peut-être encore plus ouvertes demain. Merci beaucoup, M. Maillard. Nous allons continuer à parler de l'accompagnement des plus fragiles, des personnes âgées, cette fois avec vous. Marie-Armelle Barbier, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du CDCA, le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Un mot déjà sur cet outil. Quel est son rôle? Alors donc il a été créé récemment en remplacement d'autres structures et il regroupe 2 formations qui représentent les personnes âgées d'un côté, les personnes handicapées de l'autre. Et notre objectif qui a été assigné, c'est à la fois de donner des avis réglementaires sur les politiques publiques et à la fois de pouvoir, de notre propre initiative, contribuer à essayer de toujours mieux améliorer les services qui sont rendus auprès des personnes âgées et de notre point de vue,
tout particulièrement les plus démunis. Pour cela, ça veut dire quoi? Vous allez collecter la parole, les besoins et relayer ces besoins? Alors, c'est notre ambition et c'est ce que nous avons commencé à travailler parce que nous sommes tous soit des représentants d'associations, de syndicats ou bien des personnes qui travaillent auprès des personnes âgées. Donc nous avons une expérience, mais cela ne suffit pas. Nous estimons qu'il faut sans arrêt multiplier les occasions d'écouter les personnes âgées. Donc c'est pour ça que nous avons démarré un travail avec des étudiants que nous espérons pouvoir poursuivre dans le cadre de groupes de travail. Certains vont travailler sur l'alimentation et ont commencé, d'autres sur tout le système pour pouvoir obtenir une aide personnalisée à l'autonomie avec les difficultés qu'on peut rencontrer et savoir mettre en valeur lorsqu'un système a bien fonctionné, et également toutes les actions préventives de prévention, car nous nous interrogeons quels sont les publics qui y vont, est-ce que ça répond bien aux attentes? Les attentes sont multiples. On ne peut pas parler des personnes âgées comme un groupe homogène. Les âges sont différents, l'endroit où on vit, l'histoire de vie est différente, et on nous dit sans arrêt d'avoir un projet de vie. Eh bien, nous souhaitons pouvoir avoir un parcours de vie et accompagner chacun à être reconnu comme un acteur tout au long de sa vie, quelles que soient les dépendances qu'il développe, car nous estimons que sans réciprocité, sans donner la place à celui pour qui on veut donner des soins ou donner un accompagnement, ce ne sera pas une société qui aura vraiment du sens pour chacun. Concrètement, vraiment, vous allez aller, vous parliez des étudiants, à la rencontre des gens. C'est un outil de démocratie participative, quelque part. C'est comme ça, finalement, sur cette démarche-là que devraient être fondées toutes les actions en faveur des personnes fragiles? C'est vraiment notre conviction. On parle aujourd'hui d'adaptation de la société au vieillissement. C'est un mot qu'il faudra sans doute remettre en cause parce qu'il est important que les retraités, les jeunes comme les vieux, soient partie prenante de la société dans laquelle ils vivent et pour laquelle ils peuvent nous apprendre quelque chose et doivent être aussi eux-mêmes en apprentissage jusqu'au bout de leur vie. Pas faire à leur place, mais non, avec eux. Faire avec. Merci beaucoup. Au cœur des territoires, les solidarités s'organisent sous des formes multiples. Peut-être avez-vous déjà vu ce logo qu'on va voir tout de suite dans certaines bibliothèques. C'est le logo facile à lire. Bonjour Michèle Fitaman. Bonjour. Vous êtes directrice de la bibliothèque du Finistère. Alors que représente ce logo? Ce logo, c'est vraiment un logo qui met en avant des collections de livres qui sont faciles à lire, où un rapport entre le texte et l'image permet à une personne en situation de difficulté de lecture, voire d'illettrisme, de quand même trouver du plaisir à la lecture. Et donc, ces collections sont choisies par les bibliothécaires avec des personnes en situation d'illettrisme. Et ça, c'est important dans votre démarche. C'est très important de co-construire avec les personnes concernées et qu'elles puissent apporter un éclairage à des bibliothécaires qui n'ont aucune difficulté de lecture. Là, vous avez reconstitué un coin adapté, on va dire. Oui. Ce sont des livres adaptés, parfois même un environnement aussi, un mobilier adapté. Oui, tout à fait. Ce que l'on veut, c'est que au sein des médiathèques, il y a des espaces faciles à lire où on se sente comme à la maison, avec des canapés, des tapis, où on se sente détendu et où le rapport à la lecture est dédramatisé complètement. Voire, on va à l'extérieur de la bibliothèque. Bibliothèque hors les murs. Oui, la bibliothèque hors les murs. Nous allons à la rencontre des habitants et nous prêtons ces documents-là à des bibliothèques dans des petites communes qui laissent en dépôt ces livres-là, soit dans la salle d'attente du kiné, du coiffeur, du dentiste, dans la supérette du coin, dans le foyer des jeunes. Voilà, le livre est présent sans aucune condition d'inscription. Sans aucune démarche administrative à faire, à mener. Ces livres sont à la portée de tout le monde. Grâce à cette action, quel nouveau public demain vous souhaitez encore atteindre? Alors, c'est vraiment des personnes en situation d'illettrisme. Donc, nous cherchons des partenariats avec vraiment des acteurs sur les territoires, et en particulier sur le centre-ouest Bretagne, qui peuvent travailler avec nous sur le repérage de ces publics. Et donc, nous avons travaillé avec l'association Adeski, par exemple, qui veut dire réapprendre, et donc qui travaille
à Morlaix avec des personnes en situation d'illettrisme et qui les font sortir de l'illettrisme. Si moi, demain, citoyen lambda, voilà, je veux m'emparer et diffuser cet outil, c'est possible? Il y a donc l'établissement public Livre et Lecture en Bretagne. Sur son site, il y a l'ensemble des bibliothèques qui participent au Facile à lire. Et donc, vous pouvez vous rendre dans l'une de ces médiathèques. Il y en a à peu près 13 à 15 en Finistère et il y en a 50 en tout en Bretagne. Emmener le livre dans le monde des entreprises, ça c'est aussi un Oui, objectif. ça c'est une des étapes suivantes que l'on souhaite mener. C'est vraiment aller en direction du monde de l'entreprise. Ça c'est une demande des élus du centre-ouest Bretagne, que l'on puisse aller dans le monde de l'agroalimentaire, rencontrer les gens, remettre le livre au cœur de leurs préoccupations. Et partout. Et partout. Merci beaucoup. Le manque de mobilité peut rapidement mener vers l'exclusion. Sachez que si vous avez une voiture, eh bien vous pouvez aider votre prochain en devenant covoitureur solidaire. Bonjour Guillaume Poutot. Bonjour. Vous êtes chargé de mission à l'association EOP. C'est quoi devenir covoitureur solidaire ? Devenir covoitureur solidaire, c'est aider ponctuellement des personnes qui n'ont pas de mobilité. Ça permet de rejoindre un emploi. Ou de s'y maintenir aussi. Et donc le côté ponctuel c'est important parce que ça permet aux covoitureurs de ne pas trop s'engager sur le long terme, donc c'est pas trop contraignant. Et pour la personne ça peut être le temps de passer un permis de conduire, de réparer sa voiture ou aussi de trouver un covoiturage régulier. On lance le message, vous recherchez toujours des covoitureurs ? Exactement, voilà. Pour développer le projet sur le Finistère, on doit vraiment avoir des covoitureurs solidaires pour répondre aux demandes. D'accord. Et si on veut donner alors un coup de pouce, on fait comment ? Eh ben, on a un numéro de téléphone donc, qu'on peut vous donner. Sur Internet, ça se passe ? Effectivement, une plateforme régionale qui est libre et portée par les collectivités bretonnes et elle est gratuite. Donc c'est westgo.fr. Ouais. Merci beaucoup. Parmi les missions du département, il y en a une également primordiale, c'est l'accompagnement des familles et des enfants. Et c'est avec vous, Marc Labec, que nous allons ouvrir ce volet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la commission des solidarités de l'enfance et de la famille. Quels sont aujourd'hui vos grands axes d'intervention ? La première priorité, c'est sans doute d'accompagner les familles et les enfants dans tous les actes de la vie et veiller à ce que, lorsque les difficultés apparaissent, on puisse mobiliser un dispositif dans le champ éducatif, dans le champ du soutien à la famille, dans le champ de l'économie familiale, être très présent dans la prévention pour éviter que les situations qui, si elles sont prises suffisamment tôt, peuvent être correctement prises en charge et ne dégénèrent pas dans des situations plus complexes avec malheureusement au bout parfois des placements obligatoires. Une des missions aussi particulières, c'est la PMI, la protection maternelle et infantile. Là, je crois, avec aussi une nouvelle approche, une expérimentation. Les obligations qui sont celles de la PMI, qui est une délégation, donc il n'y a pas de... pour enregistrer le nombre de naissances, établir les carnets de santé, etc. Puis il y a les visites obligées, mais on a lancé depuis maintenant 1 an un dispositif innovant dans l'accompagnement des familles lorsqu'il y a un projet de grossesse et lorsque la grossesse est réellement présente. Petit pas, grand pas, c'est ça ? C'est exactement cela, petit pas, grand pas, qui est une démarche qui vise à mobiliser nos professionnels à côté de la famille pour anticiper toutes les difficultés qui sont celles liées à la grossesse, et ça concerne toutes les familles a priori, et permettre que lorsque l'enfant paraît, les liens d'attachement puissent se construire dans la plus grande sérénité. Il y a des pays qui sont plus avancés que nous, qui peuvent inspirer dans ce domaine ? Il y a des pays qui ont peut-être un coup d'avance sur nous, notamment le Québec. Et on a, dans le champ du social, d'ailleurs du travail social, il y a pas mal d'expériences québécoises qui peuvent être avantageusement mises à profit dans nos politiques. C'est le cas de Petit Pas Grand Pas ? C'est le cas de Petit Pas Grand Pas. Pour les années à venir, quelle est votre ambition ? On va dire, comment définiriez-vous votre projet pour l'enfance ? C'est faire en sorte que les enfants, tous les petits Finistériens, puissent trouver sur notre territoire les réponses
à tous les problèmes que sont ceux de l'éducation et finalement du développement, et pour parvenir à l'autonomie quand ils seront majeurs. Donc ça veut dire que nous intervenons aussi par exemple dans les collèges, puisqu'on a cette responsabilité. Et les 4 ans du collège sont 4 années de l'adolescence qu'il nous faut accompagner au-delà de ce que fait l'éducation nationale, bien entendu. Mais aussi, dans la commission des solidarités, on traite aussi de culture et de sport. Et c'est pas par hasard, c'est bien pour avoir cette approche-là que la culture et le sport doivent être mis au service de nos concitoyens pour justement devenir citoyens à part entière et trouver sa place dans la société qui est la nôtre. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. On vous retrouve, Nathalie Sarrabezol, pour conclure cette journée et cette émission. On est au cœur de cette exposition réalisée par des mineurs non accompagnés. Vous vouliez justement nous parler d'eux. Oui, je voulais parler d'eux parce que cette exposition, c'est l'occasion de les montrer sous un jour sur lequel ils ne sont pas souvent montrés, comme des jeunes qui arrivent, qui ont envie d'être ici, qui ont envie de participer, qui ont envie de s'intégrer. Et ça donne un nouveau jour que je trouve intéressant sur eux. On peut rappeler peut-être qui sont ces mineurs non accompagnés? Alors, ce sont des jeunes donc, qui arrivent à moins de 18 ans sur les territoires français, qui ont souvent traversé la moitié du monde pour arriver ici et qui se retrouvent sans famille, sans personne pour les accompagner. Et donc, que nous accompagnons au titre de la protection de l'enfance, comme nous le ferions de toute façon, mais comme en plus nous y encourage à le faire tous les accords internationaux sur la protection de l'enfance. Est-ce qu'ils sont nombreux, ces jeunes qui arrivent? Alors en Finistère, nous en accueillons depuis assez longtemps. Leur nombre a un petit peu augmenté. Ils sont maintenant autour de 300 sur une population de presque 1 million d'habitants. Nous pouvons, je pense, les accueillir de bonne façon. C'est une situation nouvelle, justement. Est-ce que ça veut dire mener une nouvelle réflexion, peut-être trouver des nouveaux outils aussi? Alors nous les accompagnons sous de nouvelles modalités parce qu'ils n'ont pas les mêmes attentes, les mêmes besoins forcément que d'autres jeunes. Nous travaillons pour cela en partenariat. C'était la thématique aussi de cette journée, les partenariats, l'interconnaissance. Et ça montre qu'il est nécessaire d'être plusieurs à réfléchir et à proposer pour réussir à avoir une réponse adaptée. Il y a une vraie réflexion positive en tout cas à mener face à cette nouvelle fragilité, si on peut dire. Absolument, parce qu'au-delà de leur fragilité, je pense qu'ils nous apportent aussi sur leur manière de voir les choses et sur leur manière de concevoir et de participer, qui est importante pour nous aussi. C'était une première aujourd'hui, cette conférence des solidarités. Est-ce qu'il y en aura une deuxième ? Alors, il en est prévu une deuxième, puisque les objectifs sont de mieux travailler ensemble pour mieux se connaître. Je pense que nous ne sommes pas arrivés à bout de cela au bout d'une journée, donc il est important de pouvoir se revoir. Donc très certainement, rendez-vous l'année prochaine. Le rendez-vous est pris. Merci en tout cas, Nathalie Sarrabezol. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt sur TBO Kenavo.